Rebonjour, dimanche en politique suite, Bruno Retailleau est sur tous les fronts. Au gouvernement et à la tête des Républicains, l'homme du moment qui redonne espoir à la droite pour la prochaine présidentielle. En attendant, il faut gérer le quotidien, les questions de sécurité. En tout cas, un an après les élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale, LR retrouve un rôle central inattendu, pour ne pas dire inespéré, si on se remet quelques mois en arrière. Invité de dimanche en politique, François-Xavier Bellamy, bonjour. Vous êtes vice-président délégué de LR et député européen. Un chiffre d'abord dont on va parler, 66 ans et demi en 2070. C'est ce que préconise le Conseil d'orientation des retraites qui vient de lancer cette piste à quelques jours des conclusions du conclave sur les retraites attendues et lancé par François Bayrou. Pour vous, est-ce que le report de l'âge de départ à la retraite est la seule solution pour assurer l'équilibre financier du système ? D'abord, la clé, c'est de garantir l'équilibre du système. Et aujourd'hui, cet équilibre n'est pas assuré. Et nous le disons depuis très longtemps, il faut regarder en face cette question des retraites. Aujourd'hui, les retraites représentent le premier poste de dépenses publiques en France. Et la France est l'un des pays d'Europe où la part des retraites dans le PIB, c'est-à-dire dans la production nationale, est le plus important. Il y a derrière cette question-là un immense mensonge collectif et une immense injustice envers les jeunes générations. Notre devoir, c'est de garantir que les pensions soient correctement versées, mais de garantir aussi que demain, de moins en moins d'actifs ne vont pas travailler de plus en plus uniquement pour pouvoir porter les retraites de nos aînés. Pour comprendre la position des Républicains, ça veut dire qu'il faut, vous défendez, vous, l'idée de repousser l'âge de départ à la retraite au-delà de 64 ans. Il faut faire beaucoup plus, il faut être beaucoup plus créatif. D'abord, nous défendons l'idée, et je le dis depuis très longtemps, comme d'autres, qu'il faut évidemment passer à un système de retraite par capitalisation, ou qui intègre au moins de la capitalisation. Parce que un collégien... Édouard Philippe dit, par exemple, 15% de capitalisation pour commencer, pour... C'est très sympathique, mais Édouard Philippe, quand nous proposions cela il y a quelques années, il disait « Jamais nous n'accepterons la financiarisation de notre système de retraite ». La vérité de cette histoire, c'est que bien sûr que n'importe quel citoyen, et je le disais même un collégien devant un tableau de chiffres, verrait bien que si vous avez un système de répartition avec de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs, les actifs doivent payer de plus en plus sur leur travail. Vous n'avez pas répondu sur l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut, dans votre esprit aux Républicains, qu'il faudra aller au-delà de 64 ans très vite ? Je pense que oui. Et d'abord, il faut commencer par arrêter d'entretenir cette espèce de mensonge qui consiste à faire croire qu'on pourrait faire baisser l'âge de départ à la retraite. C'est quand même aujourd'hui la discussion qui est en train de se dérouler avec les partenaires sociaux, qui est une forme, je le dis depuis des mois, une forme de folie. Mais je le dis depuis mon regard de parlementaire européen. Je vais toutes les semaines au Parlement européen et nos voisins nous regardent avec stupéfaction. Est-ce que vous savez que le Danemark, dirigé par des socialistes, vient de faire passer l'âge de départ à la retraite à 70 ans par un vote au Parlement qui a réuni 80% des parlementaires, 20%... Vous rêvez de ça en France ? Mais je rêve pas de ça. Le but n'est pas évidemment de faire absolument travailler les gens le plus longtemps possible. Le but, c'est juste d'être lucide et de sauver notre système de retraite. Je le répète, en introduisant de la capitalisation, en sortant de cette folie qui consiste à faire croire qu'on peut continuer de faire marcher cette immense machine de Ponzi qu'est notre système de retraite aujourd'hui. Et puis le dernier point, je me permets de le dire, Francis Letellier, parce que c'est très important. Derrière la question des retraites, il y a aussi la question de l'avenir de notre pays et de l'avenir de la reconstruction de notre pays. On a un pays qui est en train de s'appauvrir. Et pourquoi ? Pour une raison assez fondamentale que personne n'affronte jamais. Nous sommes le pays de l'OCDE où le travail par habitant sur une vie, en moyenne, est le plus faible, avec la Turquie. Nous sommes les derniers avec la Turquie. Et ça peut pas durer. Ça cache de très grandes inégalités. Il y a dans ce pays des gens qui travaillent et qui travaillent dur et qui travaillent énormément et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts alors qu'ils se donnent du mal. Mais il y a aussi dans notre pays beaucoup trop de gens qui devraient pouvoir travailler et qui, malheureusement, sont à l'écart du monde du travail. Et ça, c'est le taux d'emploi, un des très grands problèmes de la France aujourd'hui. Il faut remettre le travail au centre. Parce que l'emploi, ça fait des cotisations et ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de retraite. Et il faut que le travail paye à nouveau. Il faut que quand on travaille, on puisse s'en sortir et qu'on puisse faire grandir sa famille, avoir la certitude que ses enfants vivront mieux que soi. C'est ce que les Français attendent aujourd'hui. L'appauvrissement du pays n'est pas une fatalité, mais pour en sortir, il va falloir retrouver le sens et la valeur du travail. Depuis une semaine, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est aussi le chef de votre parti, est pris en étau entre les différentes oppositions après les incidents de la semaine dernière, donc lors de la victoire du PSG. C'est le genre d'événement qui peut faire ou défaire un parcours politique. Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares.
Oui, ce sont des barbares. Ça gâche un peu l'ambiance, puisqu'en soi, on est juste content et qu'on est venu pour péter. Les gendarmes, je comprends qu'ils font leur boulot, mais franchement, gazer à tout va, on n'en peut plus. On se mêle pas avec ceux qui cassent, c'est tout. Ça aurait dû être une fête. La première fois qu'ils gagnent la Ligue des Champions et ils détruisent tout. Dommage de gâcher la fête comme ça. C'est des actes de voyous et il faut arrêter les voyous. Après la victoire du Paris Saint-Germain, quel bilan ? Nos policiers et nos sapeurs-pompiers ont été violemment agressés. Nos concitoyens terrorisés, 600 personnes interpellées. La première de ces réponses, c'est peut-être que là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales. Nous, au RN, on est sympa, vous voyez. On va vous donner quelques idées. Vous pouvez prendre des notes, ça pourrait vous aider. Peine minimale automatique dès la première condamnation. Peine plancher pour les récidivistes. Suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes. Je me suis exprimé pour dire depuis plusieurs semaines, vous l'avez vu dès mon arrivée à la chancellerie, que j'étais favorable à la suppression du sursis, favorable à la mise en place de peines minimales. Une vingtaine d'individus jugés en comparution immédiate. Pour un jeune qui n'a jamais connu la garde à vue, qui n'a jamais connu la justice, le tribunal, je peux vous garantir que le fait même de passer de la garde à vue en comparution immédiate est déjà une peine en lui-même, et je pense que ça l'a amené à réfléchir. Ce n'est pas en étant dans une surenchère des peines qu'on va régler un problème. Ça fait 30 ans qu'on durcit à chaque loi, et en fait, nous avons plus de problèmes qu'il y a 30 ans. François-Xavier Bellamy, après-demain, mardi, la commission des lois de l'Assemblée nationale va questionner Bruno Retailleau et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. C'est normal pour vous que le ministre de l'Intérieur rende des comptes à la représentation nationale ? Bien sûr, c'est totalement normal. Est-ce que je peux me permettre une remarque ? On entend Madame Châtelain qui dit oui, il faut arrêter avec la surenchère répressive. C'est quand même extraordinaire de voir que dans ce pays, la gauche ne change jamais. On va y revenir. Il y a quand même quelque chose de lunaire à entendre. On va y revenir une réaction comme celle-là. Les peines. Non, mais pardon de le dire, mais stupéfiant. C'est stupéfiant. Là encore, pardon de partager mon expérience toute concrète, mais quand lundi dernier, j'ai été au Parlement européen, mes collègues m'ont regardé avec sidération en disant « Mais qu'est-ce qui vous arrive en France ? Vous gagnez une Ligue des Champions et vous ruinez votre propre capitale. » La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons le résultat de décennies d'impunité qui ont été organisées, notamment par Attendez, quand vous dites des décennies, vous remontez jusqu'à quand ? Jusqu'à Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, lui au moins, il avait fait les peines planchées dont Monsieur Ballard du Rassemblement national dit aujourd'hui qu'elles seraient nécessaires. Ces peines planchées, elles ont été immédiatement abrogées par la gauche dès qu'elle est revenue au pouvoir. Donc la vérité, c'est que tout ce qu'on avait tenté de faire pour réussir à sortir de cette impunité a été détruit par ce discours de déni. Je vais avancer. Marine Le Pen, présidente des députés Rassemblement national, elle attend de pied ferme l'audition de Bruno Retailleau et elle déclare dans le journal du dimanche aujourd'hui qu'il n'a aucune excuse et qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il est le premier responsable de ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Marine Le Pen, elle a publié un tweet au lendemain des émeutes qui dit ce qui s'est passé hier à Paris est le résultat de 40 ans d'impuissance de l'État et de faiblesse de la République. Elle dit comme vous. Moi, je partage ce diagnostic. On corrige pas 40 ans de crise profonde. Et là, elle s'en prend à Bruno Retailleau ce matin. Mais encore une fois, je le redis, on corrige pas 40 ans de crise profonde en quelques semaines au ministère de l'Intérieur. Et tous les Français voient bien, et d'ailleurs les Français le reconnaissent, que aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, nous avons enfin un dirigeant politique qui assume d'abord de regarder en face la réalité. Il l'a dit, Bruno Retailleau, dès le jour même des émeutes, les barbares ont décidé de s'en prendre à Paris. Il faut répondre à la barbarie avec détermination. Et on a enfin un ministre de l'Intérieur qui agit. Parce que, pardon de le dire, mais on ne peut pas relativiser. Lors de cette soirée, il y a eu plus d'interpellations que jamais auparavant dans des événements similaires. Jamais auparavant. Ce qui veut dire que les policiers, les gendarmes, le ministre de l'Intérieur qui est à leur tête aujourd'hui font le travail qu'il faut. Donc Bruno Retailleau fait le travail. Maintenant, la question, c'est comment on apporte une réponse vous dites Bruno Retailleau fait le travail qui soit à la hauteur de cette. On va y venir. Mais pour vous, pour répondre à Marine Le Pen, vous dites Bruno Retailleau fait le travail. Mais c'est pas seulement pour moi, les Français le voient bien. Oui, c'est vous qui aujourd'hui considèrent qu'il est la. Donc c'est la réponse que vous faites à Marine Le Pen. Mais moi, je dis à Marine Le Pen, si Marine Le Pen, en 2012, pardon de revenir sur le passé, puisqu'elle parle de 40 ans de crise, si Marine Le Pen, en 2012, n'avait pas fait élire Monsieur Hollande, peut-être que la France en serait ailleurs aujourd'hui. La vérité, c'est que quand elle a refusé de choisir entre la droite et la gauche, et quand elle refuse aujourd'hui encore de dire que la France a besoin enfin d'une alternance forte à droite, eh bien, elle contribue
à cette fragilité que nous voyons aujourd'hui. Le fait est qu'il va falloir effectivement sortir de 40 ans d'échecs. 40 ans d'échecs sur le plan de la réponse pénale, 40 ans d'échecs sur la question de la fermeté et de l'autorité de l'État. Sur la fermeté, arrêtons 40 ans d'échecs, pardon de le dire aussi, sur la question éducative. Je le dis comme professeur, ce qui s'est passé dans cette situation, c'est aussi le résultat de l'échec de l'école. 40 ans d'échecs sur le front migratoire. Sur les sanctions. Tout cela est condensé dans ce qui s'est passé. Sur les sanctions. Alors, Bruno Retailleau, lui, il réclame des peines de prison automatiques, systématiques, des peines planchées. Pas sûr que ce soit constitutionnel. Si ça n'était pas le cas, est-ce qu'il faudrait changer la Constitution ? D'abord, je ne crois pas que ce soit inconstitutionnel. Ça se discute. Ça se discute. Est-ce qu'il faudrait changer la Constitution ? Et si c'était le cas, à la fin, vous savez, nous, on a une règle assez simple. Et on l'a dit depuis très longtemps avec Bruno Retailleau, avec les parlementaires, les républicains, sur les questions migratoires. On nous a opposé sur les sujets migratoires tant de fois la Constitution. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a vidé de sa substance et là, vous aviez dit, la réforme si migratoire cas, que nous avions il faut changer la portée. Constitution. Mais bien sûr. Et est-ce que là, pour le coup, il faudrait le faire pour les peines planchées? Mais d'abord, je ne crois pas que ce soit inconstitutionnel. Et si ça l'était, à la fin, le dernier mot doit revenir au peuple français. Donc, c'est le peuple français qui est souverain. Et donc, il faudra effectivement passer par des référendums à chaque fois que ce sera nécessaire pour que le peuple français, souverain, chaque fois que le Conseil constitutionnel bloque. Mais c'est totalement normal. Et la source de la légitimité démocratique, elle se trouve dans l'expression du peuple français. Pas au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, pardon, il est là pour interpréter la Constitution voulue par le peuple souverain, pas pour remplacer le peuple souverain. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous passerons par le référendum aussi souvent que ce sera nécessaire pour surmonter les obstacles lorsque, en l'occurrence, du Conseil constitutionnel, puisse avoir le dernier mot. Vous êtes désormais le bras droit de Bruno Retailleau, républicain. Bruno Retailleau, largement élu à la tête du parti il y a 3 semaines. Il y a 1 an, vous meniez la tête de liste des Républicains aux Européennes. Qui aurait pu imaginer que LR gouverne aujourd'hui ? C'est le petit frisson de la droite grâce à un sénateur vendéen arrivé au bon moment. Après 12 ans, regardez passer les scrutins, ils se remettent à y croire. C'est la bonne personne au bon moment. C'est lui qu'il faut actuellement. Dans 1 an, on a les municipales et dans 2 ans, on a les présidentielles. Je suis persuadé que la droite va revenir à sa place. Voilà quoi, on reprend la main. Qui aurait pu y penser il y a 1 an encore? Sans doute pas François-Xavier Bellamy, aujourd'hui numéro 2 auprès de Bruno Retailleau et alors à la tête d'une liste arrivée 5e aux élections européennes. Ce soir, à 7,2%. Est-ce que c'est un nouvel échec? Alors que beaucoup disaient que nous n'arriverions même pas à nous qualifier dans cette élection européenne, nous montrons aujourd'hui que nous sommes là. Mais la date du 9 juin restera d'abord celle d'un tsunami politique. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Au QG du RN, on s'imagine déjà aux portes du pouvoir, ce qui fait aussi trembler les fondations chez les Républicains. On doit empêcher Bardella d'être Premier ministre. Ce n'est pas l'avis d'Éric Ciotti, auteur d'un putsch, partisan d'une alliance avec Marine Le Pen et finalement exclu de son parti. Les urnes n'apporteront pas la majorité souhaitée par le président de la République et à la rentrée surprise, la droite renaît de ses cendres. Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez dit aux Républicains, monsieur le Premier ministre alors? Reste avec les présidents. Racontez une famille, une vraie famille. À Michel Barnier, il manquera un kit de survie pour éviter la censure, tandis que son ministre de l'Intérieur sait prendre la lumière. Le revoilà avec François Bayrou, de plus en plus droit dans ses bottes, qui menace cette semaine encore de démissionner en cas de proportionnel. À titre d'ailleurs de ministre de l'Intérieur, je confirmais au Premier ministre que jamais je ne porterai ce type de réforme. Être ou ne pas être comptable du bilan, c'est l'enjeu de 2027. Et déjà, les livres fleurissent comme les candidatures. Aujourd'hui, je dois être le seul à avoir déclaré ma candidature à l'élection présidentielle. Je continue à me préparer pour cette élection, vous le savez. Mais droite et Macronie iront-elles à la primaire ensemble? Le débat électoral risque de se produire au centre droit. C'est une sorte de primaire littéraire. François-Xavier Bellamy, la dissolution de l'Assemblée nationale au soir des Européennes, ça a été une surprise, évidemment. Vous avez été surpris aussi, j'imagine. LR se retrouve avec 49 députés. Et puis, quelques mois après, hop, vous voilà, vous les Républicains, au cœur du gouvernement, avec des postes importants, ça faut bien le dire. Finalement, la dissolution, ça a été une bonne affaire pour vous. Je dirais pas une bonne affaire. Vous savez, nous, ce qui compte pour nous, c'est pas des affaires de parti. Ce qui compte pour nous, c'est le pays. Mais d'accord, mais vous êtes au pouvoir. Ce qui est vrai, c'est que si on jette un regard sur l'année écoulée, cette famille politique que tout le monde disait vouée à disparaître, on s'étonnait que nous nous entêtions à continuer d'exister, on se moquait peut-être de nos prétentions à représenter une alternative pour la France. Cette famille politique, aujourd'hui, elle est au cœur. Merci, la dissolution des Français. D'abord, je me permets de dire que si nous n'avions pas
réussi à faire le résultat que nous avons arraché à l'élection européenne il y a exactement un an, nous n'en serions sans doute oui, mais pas au là passage, il y a eu aujourd'hui. la dissolution. Merci la dissolution. Donc, on a commencé par cette élection européenne qui a permis déjà de recommencer un élan après les difficultés que nous avions vécues au cours des années passées. Je suis le seul candidat à l'élection européenne qui avait réuni plus de voix en valeur absolue qu'à l'élection présidentielle. Donc, c'était déjà le signe que nous étions en train de repartir. La dissolution a permis de montrer que nous étions toujours là. Et ensuite, lorsque la France a été dans cette crise politique majeure, sans majorité parlementaire, c'est sur nous qu'a reposé le fait que, d'abord, nous évitions que la gauche arrive au pouvoir, et deuxièmement, qu'ensuite nous puissions apporter des actions utiles au pays dans les mois qui viennent. François Bellamy, vous avez le droit de dire que la dissolution est une bonne affaire politique pour vous. Parce que c'est le cas. Mais je crois que les Français, vous savez, Pour vous, j'entends, parti politique. Mais les Français se moquent de savoir ce qui est une bonne affaire pour tel ou tel parti. Ce qui compte pour eux, c'est ce qui arrive au pays. Et moi, je dis que ce qui arrive au pays aujourd'hui, évidemment, nous sommes encore dans une situation de crise politique profonde. Il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas faire est-ce qu'il faudrait une nouvelle les dissolution? réformes Est-ce qu'il faudrait une fondamentales. nouvelle dissolution? Ça, c'est le président de la République qui doit en décider. Moi, je ne le crois pas. Je pense que la dissolution a créé une très grande instabilité, une très grande incertitude. C'est pour ça que je me garderais bien de dire qu'elle est une bonne affaire pour qui que ce soit. Et il ne faut pas de dissolution aujourd'hui. Je ne le crois pas, mais vous savez, la chose qui compte le plus, c'est ce que nous pourrons réussir à construire dans les 2 prochaines années. Une véritable majorité claire qui ait les idées certaines sur ce qu'il y a à faire, beaucoup de courage et de détermination pour apporter l'alternance. Bruno Retailleau est aujourd'hui à la tête des Républicains. C'est une page qui se tourne. Qu'est-ce qui va changer en gros? Est-ce que le nom du parti va changer? Je ne sais pas, vous savez, ça c'est la façade. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Alors qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on va voir de grands changements avec l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête de LR? D'abord, on va reconstruire un parti qui fonctionne. Tout le monde a dit ça. Mais c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et puis deuxièmement, on va reconstruire un parti qui ait les idées claires, qui est une ligne droite, une ligne qui ne dévie pas et qui ne triche pas avec ce dont la France a besoin. Ça repose sur la personnalité de Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, vous savez, je le soutenais déjà il y a 3 ans, je l'ai soutenu de nouveau dans cette élection interne. Si les Français aujourd'hui l'ont découvert avec son arrivée au ministère de l'Intérieur, et si les Français aujourd'hui le placent en tête des personnalités politiques en qui ils ont le plus confiance, c'est parce que Bruno Retailleau, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il pense, mais on sait ce qu'il pense. Bien. Il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. On va retrouver. Et c'est ce dont nous avons besoin pour retrouver la. Nous allons retrouver, nous, Laurence Perron, journaliste politique à France Inter. Rebonjour, Laurence. Bonjour, Francis. Bonjour, François-Xavier Bellamy. Et pourquoi pas Bruno Retailleau à l'Élysée? François-Xavier Bellamy ouvre la porte. Oui, clairement. Est-ce que véritablement c'est le candidat légitime, maintenant qu'il est à la tête du parti, à l'élection présidentielle de 2027? Il n'a jamais encore dit s'il serait candidat à cette élection. C'est un choix qui lui appartient. C'est un choix d'une telle importance que c'est à lui qu'il revient de se décider sur cette question fondamentale. Mais je crois qu'il y a une chose qui est déjà certaine, c'est que Bruno Retailleau va jouer, quoi qu'il arrive, un rôle déterminant. Oui, mais pour vous êtes numéro 2 du parti. Est-ce que c'est le candidat naturel à la présidentielle? Mais moi, je crois que s'il souhaite être candidat, il a évidemment recueilli aujourd'hui 3/4 des suffrages sans de nos passer par adhérents. une primaire, éventuellement. Il a réussi. Et dans cette élection interne, nous avons vu tripler le nombre de nos adhérents. Non, c'était pas une primaire. C'était le choix de notre candidat pour la présidence du parti. Maintenant, effectivement, s'il veut s'engager dans cette voie, je crois que personne ne peut lui contester qu'il est légitime pour cela. Alors, vous parliez d'une ligne claire. Laurent Wauquiez, concurrent battu, patron des députés LR à l'Assemblée nationale, estime qu'on pourrait élargir le socle jusqu'éventuellement au soutien de Sarah Knafo, autant dire les zémouristes. Est-ce que c'est votre ligne? Est-ce qu'il faut aller jusqu'aux zémouristes? Moi, je crois, et Laurent Wauquiez l'a très bien dit, que notre devoir, c'est de réussir à réunir de nouveau tous les électeurs de droite. Mais de où à où? Mais de où à où? Très, très à droite? Mais il faut réunir des électeurs qui nous ont quittés ces dernières années. Certains nous ont quittés pour voter pour Emmanuel Macron parce qu'ils ont cru à la promesse du « en même temps ». Ils voient aujourd'hui que le mirage s'est évanoui, et j'espère qu'ils reviendront. D'autres nous ont quittés parce qu'ils se sont tournés vers Éric Zemmour, vers Marine Le Pen. Moi, je n'ai jamais cru que l'avenir était là parce que je crois depuis toujours à la nécessité de reconstruire une famille politique de droite, claire, donc sur solide, des valeurs très sérieuse. à droite qui pourraient séduire plutôt, vous le dites. Une famille politique de droite qui soit sans complexe, qui soit aussi sans lâcheté. Alors, en d'autres termes, est-ce qu'Éric Zemmour, Marine Le Pen font partie de la famille de droite? Et pardon de le dire, mais est-ce que vous faites partie de la même famille? Vous savez, il y a toujours cette distinction droite-extrême droite. Mais c'est ce qui, moi, m'oppose aussi à Marine Le Pen. Quand Marine Le Pen, vous reveniez sur la dissolution, en plein milieu de la campagne législative, continue de marteler que le Rassemblement national n'est pas un parti politique de droite. Et quand elle le montre d'ailleurs, en refusant de lutter contre vous la trouvez trop antilibérale. D'accord. Non, mais sur les valeurs. Mais c'est pas anecdotique.
quand le Rassemblement national, sur la question des retraites dont on parlait tout à l'heure, vote avec LFI pour la retraite à 60 ans, il y a encore quelques semaines à l'Assemblée nationale. Donc en fait, elle est trop à gauche économiquement. Mais c'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de vision du monde, de vision de la société, de vision de l'homme et de la liberté. C'est pas seulement une question de taux de TVA, c'est une question fondamentale. La vérité, c'est que si vous refusez de vous attaquer à ce modèle antisocial qui détruit aujourd'hui la condition pour notre pays de sortir de la crise qu'il traverse, mais en réalité, vous alimentez la crise migratoire. Alors, la crise migratoire. Donc, mais il y a aussi la crise écologique, et vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République s'est exprimé en estimant qu'il fallait arrêter de détricoter. Très clairement, vous êtes visé. Vous, les LR, qui êtes contre les ZFE, par exemple. Bien sûr. Et alors, est-ce que, du coup, ça crée un coup de canif dans le pacte? Vous pouvez aller plus loin. Nous sommes contre la trajectoire écologique qui a été portée par Emmanuel Macron. Et pourquoi vous participez à ce gouvernement? Mais nous ne sommes pas au gouvernement parce que nous serions subitement devenus macronistes. Ça ne vous a pas échappé. Mais l'écologie, ce quinquennat sera écologique ou non écologique, a dit le président, ou ne sera pas. Pardon, je n'ai pas dit que j'étais contre l'écologie. Je crois profondément à la nécessité d'agir sur l'urgence écologique, mais je crois profondément que le problème écologique ne vient pas de ceux qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de changer leur voiture parce qu'on leur a imposé une trajectoire automobile complètement irréaliste et qui se trouvaient privés de rentrer dans les métropoles. Ça vient pas des pesticides non plus. La réintroduction des tueurs d'abeilles, ça vous pose pas de problème non plus. Alors que ça en pose aux macronistes. Il faut s'arrêter sujet par sujet, si vous me le permettez. Sur la question du climat, le vrai grand sujet aujourd'hui, c'est que la Chine a ouvert en 2023 2 nouvelles centrales à charbon par semaine. C'est ça le vrai sujet du climat. Et que les gens... Donc il faut une réelle politique économique. Les gens comprennent très bien que quand on détruit la capacité de produire en France par des mesures totalement aberrantes, par une réglementation européenne qui est devenue étouffante, et qu'ensuite on leur explique que eux, ceux qui essayent de rentrer dans les métropoles avec leurs voitures un peu trop vieilles, sont responsables de la crise climatique alors qu'on importe tout maintenant de Chine, qui elle détruit le climat. Vous ne voyez pas un rappel à l'ordre à destination de LR, des Républicains, dans les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Mais que je sois en désaccord avec Emmanuel Macron, que nous soyons en désaccord avec Emmanuel Macron, ce n'est pas une surprise. Mais c'est pas un rappel à l'ordre? Vous n'y voyez pas un rappel à l'ordre? Et nous, mais qu'Emmanuel Macron soit ou non d'accord avec ça, nous continuerons d'expliquer que oui, les ZFE sont une folie. Nous continuerons d'expliquer que mettre des éoliennes partout en détruisant notre capacité de relancer notre industrie nucléaire. Alors justement, en parlant du RN, vous n'êtes pas sans savoir que Marine Le Pen ne pourra peut-être pas se présenter en 2027. Vous côtoyez au Parlement européen. Pardon, et justement, Marine Le Pen, vous parliez de notre désaccord avec elle sur certains sujets. Marine Le Pen, elle a été pendant très longtemps anti-nucléaire. Elle a expliqué qu'il fallait anti-éolienne aujourd'hui. Elle a expliqué qu'il fallait fermer le plus rapidement possible les centrales nucléaires en France. Donc, encore une fois, on n'a pas de leçon de cohérence à recevoir. Nous sommes la seule famille politique qui n'ait jamais dévié. Si ça n'est pas elle, finalement, et que c'est Jordan Bardella qui est beaucoup plus mesuré sur ces sujets-là, est-ce que vous, qui le côtoyez au Parlement européen, vous considérez qu'il a la stature pour être aspirant président de la République en 2027? Jordan Bardella est le président du Rassemblement national, c'est une figure politique majeure. Vous le côtoyez, vous le voyez. Est-ce qu'il a la stature pour se présenter à la présidentielle? Mais il sera évidemment un candidat de très grand talent s'il devait se présenter demain à l'élection présidentielle. Pour nous, ce qui compte, ça n'est pas la question des personnes, c'est la question de la ligne. Et le problème pour moi, c'est que j'entends dire que le Rassemblement national aujourd'hui devient peut-être plus libéral d'un point de vue économique ou bien parle un peu plus aux entreprises. Je ne vois pas en réalité de changement dans la ligne du parti. La vraie question, c'est que ce qui a mis la France dans le mur, c'est le en même temps macroniste. On ne s'en sortira pas avec un autre en même temps. Ce qui compte, c'est de reconstruire une droite qui assume une ligne claire. Et ça, c'est le travail que nous avons à faire aujourd'hui. Merci Laurence. Juste un mot, je reviens en arrière, parce que vous disiez, vous voyez pas forcément un avertissement de la part d'Emmanuel Macron sur l'écologie, mais vous dites, on n'est pas des macronistes. Donc, en fait, sur les ZFE, la pollution, etc., vous signez d'une certaine façon la fin du macronisme. Vous sifflez la fin du macronisme. Mais c'est même pas nous qui le ferons, c'est les Français qui le feront. Je crois qu'encore une fois, ce n'est pas une question de personne, c'est pas une question d'individualité, c'est vraiment une question de fond. Et je le dis aussi avec mon regard, de prof de philo. La politique, c'est de la clarté. Je n'ai jamais cru au en même temps. Il y a dans ce pays une gauche qui s'assume. Il faut qu'il y ait aussi dans ce pays une droite qui assume ses convictions. Bien. Et ça, c'est le travail que nous avons à faire. Le en même temps a mis la France dans le mur. La vie politique, c'est du clivage. C'est normal, le pluralisme. Mardi et donc, prochain, il faut qu'on arrive à reconstruire ce pluralisme. Le RN va organiser dans le Loiret une fête de la victoire, 1 an après les élections européennes, qui avait vu le RN, vous vous en souvenez, triompher en France. Marine Le Pen et Jordan Bardella seront rejoints par des dirigeants de partis nationalistes de toute l'Europe, par exemple Viktor Orban, Matteo Salvini. Est-ce que le RN et les droites nationalistes ne sont pas en train de remplacer les droites traditionnelles en Europe? Non, c'est l'exact inverse qui se produit. La droite que je représente
la droite de gouvernement en Europe, c'était 7 gouvernements sur 28 en 2019. Aujourd'hui, c'est 15 gouvernements sur 27. C'est pas les amis de M. Macron qui gagnent en Europe, c'est pas non plus les amis de Mme Le Pen, ce sont nos alliés qui gagnent partout dans l'Union européenne. On l'a vu en Roumanie, on l'a vu en Allemagne ces dernières semaines. On le voit aussi en Pologne où il y a un gouvernement de notre famille politique. Ce sera le cas en France, j'en suis sûr, dans quelques années bientôt. On en reparlera. Merci François Xavier Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Tout de suite, l'actualité de votre région.